Ils veulent construire un monde de robots. Quant à l'accord signé sur le nucléaire iranien magnifique de criminels de guerre constitués. Nation en France. Si votre vote Ouvrons donc ce journal. Il y a 2 semaines, les équipes de Passe l'Info vous informaient de l'hypothétique introduction de la reconnaissance faciale dans la loi dite anti-casseurs. Cette hypothèse semble avoir fait du chemin depuis. En effet, dès l'annonce d'Édouard Philippe de vouloir renforcer l'arsenal législatif, le maire de Nice s'empressait d'exprimer sa volonté d'introduire cette technologie. Christian Estrosi est connu pour être le chantre de la reconnaissance faciale. Depuis l'année dernière, déjà la ville niçoise s'était dotée de centres de surveillance policière dopés au big data. Et ce mercredi, nouveau tournant, c'est au tour du député LR, Éric Ciotti, qui fait valoir son point de vue sur la question. En effet, l'élu a déposé un amendement afin d'autoriser le recours à la technologie de la reconnaissance faciale dans le cadre de cette proposition de loi. Cet amendement vise, Madame la Présidente, à rétablir, à autoriser le recours à la technologie de la reconnaissance faciale. C'est une technique qui est aujourd'hui utilisée dans plusieurs pays et qui mériterait d'être rétablie dans ce texte. Proposition de loi qui sera débattue mardi à l'Assemblée nationale, mais qui est déjà à l'étude dans le cadre de ses travaux parlementaires. Cette loi, considérée comme liberticide par ses détracteurs, s'inscrit aussi dans un cadre de surveillance des meneurs des Gilets jaunes. C'est le Canard enchaîné qui révèle la teneur d'une note secrète transmise par le ministère de l'Intérieur à l'attention des policiers du service central de renseignement territorial au début du mois. Dans ce document, ce service se voit invité à repérer les leaders des Gilets jaunes, ceux qui exercent une réelle influence sur le mouvement autour des ronds-points et ailleurs, et qui ont un potentiel pour être les interlocuteurs des pouvoirs publics. État civil, antécédents judiciaires, implications associatives, le ministère de l'Intérieur veut tout savoir sur les meneurs des Gilets jaunes. Une fois identifiés, les policiers doivent se conformer à un fichage en règle de ces meneurs. Photos, état civil complet et pseudonyme, adresse, téléphone, véhicule et son immatriculation ne sont qu'une petite partie des informations que doit se procurer le service de renseignement. Une collecte massive d'informations qui interpelle jusqu'à un haut gradé du renseignement. Alors, que cherche-t-on vraiment? À mieux surveiller les gilets jaunes et identifier ceux qui pourraient basculer dans la violence? Ou alors cherche-t-on aussi, en interpellant les têtes fortes du mouvement, d'essayer de leur faire retourner leurs gilets? Et maintenant, voyons ensemble ce qui se cache à travers le traité d'Aix-la-Chapelle. Cette semaine, le président Macron a signé un traité avec la chancelière allemande Angela Merkel. Ce traité d'Aix-la-Chapelle a été au cœur de l'actualité, notamment parce que de fausses informations y ont circulé, comme par exemple que la France allait céder l'Alsace et la Lorraine à nos voisins allemands. Pendant que nous déjeunions, sortait sur des pages Facebook, et des pages Facebook malheureusement de Gilets jaunes, l'idée que la semaine prochaine, Emmanuel Macron allait vendre l'Alsace et la Moselle à l'Allemagne. La question de la désinformation, on la vit tous les jours avec une intensité folle. Bien évidemment, ce n'est pas le cas, mais pour autant, il y a dans ce traité des dispositions qui posent quelques problèmes. Mais que dit ce traité ? Le premier point, c'est que ce traité entérine un tête-à-tête entre la France et l'Allemagne en Europe. On sait que les Européens souffrent beaucoup de l'hégémonie allemande qui impose un modèle économique, comme par exemple une politique monétaire au détriment parfois des pays membres. Or, si la France veut changer le cours de la construction européenne, ne doit-elle pas justement sortir de ce tête-à-tête avec l'Allemagne ? Deuxième point qui pose question et que le document fait une référence explicite d'inscrire l'Europe de la défense dans le cadre de l'OTAN, donc dans le cadre d'une diplomatie américaine. Il faut savoir que ce traité d'Aix-la-Chapelle vient compléter le traité de l'Élysée qui avait été signé par le général de Gaulle. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. À l'époque, le général de Gaulle avait volontairement fait pression qu'aucune mention de l'OTAN ne figure dans le traité. Or, depuis cette semaine, cette mention figure dans le nouveau traité signé par la France et l'Allemagne. C'est indicible, c'est irrationnel, parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que le français parfois ne m'apporte plus. C'est un projet nouveau, sans hégémonie, profondément démocratique. C'est une invention
que nous avons conçue ensemble, celle d'un projet librement consenti, choisi, chaque jour réinventé, où l'un ne décide pas pour l'autre ni pour les autres, mais où tous les membres constamment choisissent ensemble pour eux-mêmes. Notre Europe n'est pas un nouveau rêve d'empire, c'est un projet démocratique d'un souffle nouveau. Et c'est cela, ce que nous célébrons aujourd'hui. Wir verpflichten uns zur Entwicklung einer gemeinsamen militärischen Kultur, einer gemeinsamen Verteidigungsindustrie, einer gemeinsamen Linie zu Rüstungsexporten. Damit wollen wir unseren Beitrag leisten zur Entstehung einer europäischen Armee. Actualité internationale. Le Venezuela plus que jamais menacé. Le président Nicolás Maduro vient d'entamer son second mandat pour 6 ans sur fond de tentatives incessantes de déstabilisation et de menaces tant internes qu'externes de la part des forces pro-impérialistes. Le président Maduro a prêté serment le 10 janvier dernier devant les délégations de 94 pays, soit 2 fois plus que lors de l'investiture, 10 jours plus tôt de son homologue brésilien, le pro-américano-sioniste Jair Bolsonaro. Son élection pourtant validée par les urnes et par plus de 2000 observateurs internationaux est contestée par une opposition interne appuyée par Washington, mais aussi par l'Union européenne et certains pays d'Amérique du Sud acquis aux thèses américaines. Ainsi, les pays du groupe de Lima, qui comprend une dizaine de pays d'Amérique latine, ont indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas ce second mandat de Nicolás Maduro, à l'exception du Mexique, dirigé par le président de gauche Andrés Obrador. Lors de sa réunion à Lima le 4 janvier dernier, le groupe a approuvé un document qui est une véritable déclaration de guerre. En présence du secrétaire d'État des États-Unis, par visioconférence, les gouvernements se sont entendus pour augmenter la pression diplomatique contre le Venezuela. Fort d'un soutien populaire incontestable et d'une institution militaire loyale, Maduro a jusqu'à présent résisté aux essais des révolutions téléguidées par Washington, mais aussi à plusieurs tentatives de putsch, dont la dernière remonte à quelques jours à peine. En effet, les autorités vénézuéliennes ont procédé à l'arrestation de 27 militaires soupçonnés de s'être soulevés ce lundi 21 janvier contre le président. Dans ces mouvements de protestation, c'est ce qu'affirme aujourd'hui une ONG locale que cite ici ce journal, l'Observatorio Venezolano de conflictividad sociale. Ici, on parle donc d'incertitude dès lors, je cite, que la tête de l'armée s'est montrée absolument alignée avec Nicolás Maduro. Parallèlement à ces menaces de coups d'État militaire, les pressions et manipulations politiques ne faiblissent pas, dont la dernière date de mercredi dernier, lorsque l'opposant Juan Guaidó, renvoyé la veille du poste de président de l'Assemblée nationale vénézuélienne sur décision de la Cour suprême, s'est autoproclamé président en exercice du pays. Donald Trump a reconnu M. Guaidó en tant que président par intérim. Les premiers pays à reconnaître le président autoproclamé sont évidemment ceux du groupe de Lima, à l'exception du Mexique. La Bolivie, fidèle à la ligne anti-impérialiste, soutient le chef de l'État élu et le président bolivien Evo Morales a déclaré sur son compte Twitter que le Venezuela était la cible d'une attaque impérialiste, tout en exprimant sa solidarité avec le peuple vénézuélien, notant les pays de l'Amérique latine ne seront plus l'arrière-cour des États-Unis. Suite à ces déclarations, le président Maduro a estimé que Washington avait essayé d'organiser un coup d'État au Venezuela et a déclaré que son pays rompait les relations diplomatiques et politiques avec les États-Unis. Il semble qu'un nouveau pas vient d'être franchi dans les provocations impérialistes contre Caracas, un pas qui risque d'ouvrir la porte à une période fort chaotique. Un scénario à la syrienne semble être en cours de déclenchement au Venezuela, avec l'opposition interne néolibérale pro-américaine dans le rôle des gentils rebelles démocrates, et les pays du groupe de Lima dans celui des pétromonarchies du Golfe qui les alimenteront en armes et leur offriront le soutien logistique nécessaire, le tout sous la supervision de l'oncle Sam. Mais les Vénézuéliens ont bien compris que le but recherché par Washington et ses alliés n'était nullement d'ordre démocratique, mais que l'objectif était en réalité strictement politique et idéologique. Il s'agit simplement de remettre l'opposition néolibérale acquise aux intérêts du département d'État US et des banques internationales à la tête du grand pays pétrolier qu'est le Venezuela.
Donald Trump, Philomé, vous allez le voir, il y a bien sûr les intérêts pétroliers du pays. Regardez donc Donald Trump qui dit, bien sûr, je reconnais le nouveau président du Venezuela. Le Venezuela, on le sait, qui possède les plus importantes réserves pétrolières au monde. Le parti antisioniste, dans un souci d'apaisement, appelle les responsables politiques français à ne pas s'ingérer dans les affaires internes du Venezuela et à ne pas reconnaître l'autoproclamé président Guaidó, qui n'a aucune légitimité populaire et démocratique. Et maintenant, vos brèves en images. Reconnu, Toy, la chanson qui a remporté l'Eurovision l'année dernière. Netta, vous êtes la tenante du titre. C'est un honneur de vous avoir parmi nous pour cette deuxième demi-finale. J'espère que vous allez inspirer nos 9 artistes en compétition ce soir et on les accueille tout de suite. Maintenant, Gabriella de Divas, Hugo, Tracy de Sa, Emmanuel Moi, petite précision, je continue, Noémie, Simone, Doudson, Philippe Élise, voici nos 9 artistes en compétition ce soir pour la... L'émission de France 4 Escape News nous a fait l'honneur d'évoquer notre traitement de l'information dans son dernier numéro, sobrement intitulé « Vladimir Poutine, le tsar de l'infox ». Au cours d'un escape game pédagogique, 4 adolescents français ont été invités par le journaliste Thomas Soto à décrypter le système de communication russe. Escape News entend apprendre aux enfants à reconnaître les fake news, la manipulation de l'information. C'est une louable intention. On pense donc qu'on va leur apprendre à croiser les sources, à varier leur lecture, à rechercher des chiffres au bon endroit. Mais non, là, l'intention est clairement d'inculquer à travers les exemples choisis une image très noire d'un pays, d'un dirigeant. C'est plutôt une propagande inversée qui est débitée tout au long de l'émission pour dénigrer la Russie. On reste assez circonspect sur un certain nombre d'interprétations gratuites indignes de la mission de ce programme sur une chaîne du service public. Dans une première partie, l'émission suppute par exemple que Vladimir Poutine a appris à manipuler l'information au KGB. Apparemment, France 4 dispose d'informations en béton que personne n'a jamais sorties jusqu'ici. À l'aide de photos du président russe et d'autres anciens chefs d'État, Thomas Soto nous livre sa vision de la communication politique russe. À Moscou, le pouvoir ne publie que des photos qui sont valorisantes pour Vladimir Poutine. Très bien. Donc faut-il en déduire qu'au contraire, l'Élysée ne propose que des photos ratées des chefs d'État français ? Et on leur explique également quels médias sont fiables, à savoir Le Monde, au contraire de qui par exemple ? De RT France, bien sûr, rebaptisé pour l'occasion Russia Today France. Rappelons tout de même que notre nom est RT France. Les adolescents sont invités à reconstituer des phrases issues d'articles du Monde et de RT France concernant la même manifestation d'opposants à Vladimir Poutine en mai 2018 pour leur faire comprendre une différence de point de vue. Escape News a soigneusement sélectionné quelques segments de phrases dans chaque article pour en reconstituer 2 qui n'ont jamais existé, ni sur Le Monde, ni sur RT France. S'ils avaient choisi d'autres extraits de phrases sur les 2 articles, la démonstration aurait pu tomber complètement à plat. Donc le jeu est biaisé et ne prouve rien. Mais un ado ne se gêne pas pour conclure, l'article de la Russie est directement contrôlé par Poutine, qui a probablement quitté son poste de président pour devenir patron de presse à temps complet. Tout cela est une différence de point de vue, explique Thomas Soto, accordant dans sa grande mansuétude qu'attention, Russia Today ne disait pas toujours n'importe quoi. Alléluia! Merci beaucoup, chers confrères français comme nous, qui faites le même métier que nous, de nous délivrer vos appréciations sur le bulletin de notes. Cette émission a abouti à une discussion en roue libre avec les enfants où un ado glisse, Poutine fait dire vraiment que ce qu'il veut, tandis que Thomas Soto se lâche de manière pédagogique. Poutine, il dit on doit dire du bien du gouvernement. Tiens donc, eh bien, au risque de décevoir les romantiques qui fantasment sur la Russie, il n'y a personne au bout de l'oreillette qui me dit de dire du bien ou du mal de qui que ce soit. Et en plus, je n'ai même pas d'oreillette. La France a choisi de garder une police qui enquête sur la police, qui est à la fois décriée
par les policiers eux-mêmes qui en ont marre de cette opacité et décrié également par la population qui dit qu'il y a opacité. Donc les seuls qui sont contents de cette institution sont le gouvernement et notre haute hiérarchie. Donc ils font leur travail ou pas, c'est là où j'allais revenir, ça dépend des décisions. Quand on a eu le nouveau code de déontologie, j'avais posé la question, on a une formation obligatoire, ils n'ont pas le temps de nous former des fois sur l'armement, sur des procédures. Par contre, pour nous faire du bourrage de crâne sur le nouveau code de déontologie en 2014, tout le monde devait être formé en 1 an. Voilà, et ils ont tenu la route. Donc j'avais posé la question, je disais, écoutez, on a un problème dans ce code, c'est que y a des décisions de l'IGPN, mais est-ce qu'on pourrait avoir des décisions globales pour avoir une sorte de jurisprudence, comment vous décidez? Ils ont dit, non, on juge au cas par cas, donc on ne peut pas vous donner de généralité. Donc pour expliquer le cas par cas, c'était dans le Parisien en 2010, et il y a un commissaire de police qui était en poste à Sanaa, l'ambassade, en tant qu'officier de liaison. Il sort de l'ambassade bourré avec le véhicule de service, écrase un enfant, le tue, prend la fuite. Il retourne à l'ambassade, le syndicat des commissaires monte au créneau, disant l'ambassadeur séquestre notre adhérent. La famille de la victime, donc de l'enfant qui est mort quand même, demande le prix du sang, 300 000 €. Résultat des courses, l'ambassadeur saute. L'État français paye la rançon, enfin le prix du sang à la famille, et le commissaire a été sanctionné de la lourde peine d'être nommé chef DRG à Ajaccio. Voilà. Un collègue adjoint technique vole des steaks périmés, s'il a été accusé d'avoir volé des steaks périmés parce qu'il voulait les donner pour ses chiens. Il dit, c'est périmé, je vole quoi? Ils ont dit, vous êtes un sale voleur et on va vous demander une mise à pied de 3 mois. Bon, on lui a dit, donc on l'a défendu, il est au moins que ça, mais c'est le 2 poids 2 mesures. Un peut tuer un enfant en état d'ivresse, quelqu'un vole des steaks périmés, ils allaient à la poubelle. Il y a là autre chose également assez grave, nous avons le directeur du renseignement parisien, adjoint à l'époque, en 2016, au moment des attentats. Il avait pris l'argent qui devait servir à payer la surveillance antiterroriste. Preuve de tout ça? C'est dans la presse, c'est sorti dans la presse, dans le Parisien à chaque fois, notamment, dans Le Point aussi. Et après, on reprend et on étaye avec des collègues qui nous apportent les témoignages, mais si on tape sur Internet, on trouve dans la presse de façon générale. Donc, M. Delef, qui avait pris dans la caisse pour payer la surveillance antiterroriste, notamment des cellules qui auraient pu participer au Bataclan, parce qu'il avait du mal à payer les traites de son château en province. Voilà, il avait du mal à boucler ses fins de mois. Donc dans la période où il a fait ça, il y a eu les attentats du Bataclan. L'administration a juste dit, il a rendu l'argent, on va le déplacer. Pas d'autre sanction que le déplacer de service. Dans les années qui vont venir, là, il va y avoir tout un tas d'évolutions technologiques qui vont faire que ça va rendre tout ça impossible. Et à mon avis, là, on est en train de vivre une des dernières révoltes populaires de masse, en France en tout cas. Parce que dans un futur proche, tu auras la reconnaissance faciale, les drones dans les manifs, des robots flics, voilà, il y a 1 milliard de choses. Le contrôle sur Internet qui va s'accentuer. Le contrôle sur Internet qui est déjà en train de s'accentuer et tout ça, ça va tout verrouiller en fait. Donc là, c'est la dernière fenêtre de tir. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est peut-être un baroud d'honneur, mais il faut être là pour ça, voilà. Au moins montrer que peut-être on s'en rappellera de manière nostalgique et peut-être qu'un jour les gens se diront putain, en 2019, j'aurais dû sortir dans la rue parce que maintenant on peut plus. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais surtout, n'oubliez pas, passez l'info.